Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de musique classique. Aujourd'hui, nous parlerons d'Hector Berlioz, compositeur de la période romantique, cette période qui allait de 1820 à 1900. Hector Berlioz est un célèbre compositeur français de la période romantique, également écrivain, critique musical et chef d'orchestre réputé. S'inspirant de l'œuvre de Beethoven, en particulier de ses symphonies, il ira plus loin dans l'audace et renouvellera largement le genre avec ses symphonies à programme, comme la symphonie fantastique entre autres. Il fut connu pour faire appel à des orchestres de taille considérable, bien plus grands que ceux qui étaient utilisés auparavant. Et son talent de chef d'orchestre est unanimement reconnu. De son vivant, il fut considéré comme l'un des meilleurs. Il est l'un des plus célèbres représentants du courant romantique français pour lequel son influence a été majeure. Contrairement à nombre de compositeurs, il n'était pas du tout pianiste et ne composait pas en s'aidant d'un piano. Pour se mettre du solfège, toute sa musique est dans sa tête. Afin de s'imprégner des œuvres d'autres compositeurs, il aimait à les lire longuement et même à les recopier à la main. Hector Berlioz naît en 1803 à la Côte-Saint-André, dans la région de l'Isère en France. C'est une toute petite ville et son père Louis Berlioz y travaille comme médecin. Sa mère est Antoinette Joséphine, née Marmillon. En 1809, Hector, alors tout jeune, est envoyé au séminaire pour ses études. Mais ce dernier ferme en 1811 et son père reprend alors en main ses études personnellement. Il veille à sa culture littéraire et latine en particulier. Le latin est souvent vu comme le gage d'une personne cultivée à l'époque. Il insiste également sur une formation appropriée en histoire et en géographie pour compléter le bagage de l'homme instruit. En 1815, le jeune Hector a seulement 12 ans et il tombe amoureux d'Estelle Duboeuf, une fille âgée de 17 ans. Il la rencontre alors qu'il est à Meilhan, le village de son grand-père maternel, Monsieur Marmillon, pour ses vacances. Cet amour ne sera jamais réciproque, mais il durera toute la vie de Berlioz. Estelle épousera un autre homme, devenant Estelle Fornier. Elle finit par devenir veuve et Berlioz lui proposa alors de l'épouser, mais elle refusa à nouveau. Malgré tout, dans son testament, il lui lègue une somme de 1600 francs par mois de rente à vie en mémoire des sentiments qu'il a toujours eus pour elle. Son père, très attaché au flageolet, cette flûte pastorale, symbole de la culture villageoise, apprend à son fils des rudiments de l'instrument. Le jeune Berlioz se découvre un don pour la musique et son père fait alors venir de Lyon en 1817 un maître de musique afin de lui enseigner le chant lyrique et la flûte. Le jeune Berlioz parle sans arrêt de devenir musicien et demande à son père des cours de piano, mais ce dernier, qui veut que son fils devienne médecin pour reprendre le cabinet à sa suite, refuse. Il renvoie le maître de musique et on fait venir un autre pour enseigner à la place à son enfant la guitare. Son fils est cependant un lecteur vorace autodidacte. Il lit les traités d'harmonie de Rameau et de Catel afin d'apprendre la composition par lui-même. En 1821, il obtient son baccalauréat à Grenoble car il est impossible de le passer dans son village natal, qui ne possède pas de lycée. Son père l'envoie alors à Paris à la faculté de médecine. Cependant, il délaisse très vite la faculté de médecine, ne daignant même pas se présenter en cours pour se consacrer à la musique. Il passe beaucoup de temps à la bibliothèque du conservatoire à étudier, bien qu'il n'y soit pas encore inscrit, et assiste à un grand nombre d'opéras. En 1823, il devient l'un des élèves de Jean-François Le Sieur, un compositeur français assez réputé de la période, qui le prend en cours particulier.
Ce faisant, il se brouille avec sa famille qui refuse de le voir se consacrer à la musique. Sa mère en particulier va jusqu'à le renier, l'accusant de se traîner dans la fange de Paris, de déshonorer sa famille. Elle va même jusqu'à lui dire « Je te maudis, tu n'es plus mon fils ». Le reste de sa famille est moins virulent, mais tous condamnent son choix, que ce soit son père, ses grands-parents ou ses oncles. Ses parents lui coupent ses subsides et il survit alors grâce à l'aide financière de ses amis ainsi que ses cachets de chanteur lyrique pour le chœur du Théâtre des Nouveautés. Bientôt, il complète cela par quelques articles dans des journaux. En 1824, il compose sa messe solennelle pour l'église de Saint-Roch. Cela fait dire à son professeur Le Sieur que M. Berlioz n'est pas destiné à être un simple docteur en médecine, mais un grand compositeur. En 1826, enfin, il est admis au Conservatoire de Paris. C'est une reconnaissance de son talent et de son travail. En 1829, il rencontre une jeune pianiste avec qui il se fiance, Marie Mock. Cependant, en 1830, il triomphe enfin au prix de Rome grâce à sa cantate Sardanapale et obtient un séjour payé à la somptueuse Villa Médicis en Italie jusqu'en 1832. Il avait d'abord tenté en 1827 avec la cantate La mort d'Orphée, mais en 1828, la cantate Hermine lui vaut le second prix. En 1829, il prépare la cantate Cléopâtre, mais le grand prix ne sera pas attribué cette année-là. Ainsi, Sardanapale est sa quatrième tentative. C'est en 1830, profitant de la renommée acquise par le prix de Rome, qu'il publie ce qui restera l'une de ses œuvres les plus célèbres, la symphonie fantastique. Le succès auprès du public est immédiat. C'est la même année que Berlioz réorchestre la Marseillaise et la dédie à Rouget de Lisle, son compositeur original. Afin de célébrer la Révolution de 1830 et l'arrivée au pouvoir du roi Louis-Philippe Ier, qui rétablit la Marseillaise comme hymne officiel de la France. Il doit ensuite partir à Rome pour le séjour de 2 ans offert à la Villa Médicis au vainqueur du prix de Rome. Il tente en vain de rester sur Paris, mais est finalement obligé de partir s'il ne veut pas renoncer à son prix et à l'indépendance financière qu'il lui procure. Ce séjour à Rome l'éloigne de Marie Mock, sa jeune fiancée, restée à Paris. Celle-ci finit par lui écrire en 1832 pour lui annoncer leur rupture et ses fiançailles avec un certain Camille Pleyel, un fabricant de pianos. Berlioz est furieux et projette un instant de retourner à Paris pour se venger en la tuant. Mais la colère retombe finalement et il s'arrête à Nice pendant 20 jours, regrettant la funeste colère qui l'animait. Pour la petite histoire, la jeune pianiste sous le nom de Marie Pleyel deviendra l'une des pianistes les plus réputées de tous les temps. Son mariage avec le fabricant de pianos n'aura guère de succès à cause de ses infidélités répétées et se terminera par un divorce 4 ans plus tard. Sa mère, qui avait beaucoup insisté sur la fortune du fabricant de pianos, a joué un rôle certain dans ce mariage désastreux. Finalement, Berlioz épouse en 1833 l'actrice de théâtre irlandaise Harriet Smithson, qui sera la mère de ses enfants et restera mariée avec le musicien jusqu'à la fin de sa vie. Ils s'installent ensemble et un fils, lui, naît en 1834. À partir de 1834, Berlioz entame une brillante carrière de critique musicale dans la Gazette musicale puis dans le journal de débat. La même année est celle d'un autre de ses succès avec Harold en Italie, un mélange de concerto et symphonie assez original qu'on appellera par la suite une symphonie concertante. En 1837, il sollicite de Luigi Cherubini, le directeur du Conservatoire de Paris, une place de professeur d'orchestration. Mais ce dernier juge Berlioz trop avant-gardiste et refuse
Il lui propose tout juste une place de bibliothécaire. Il accepte l'emploi bien qu'il soit modeste et en profite pour remettre en lumière des auteurs oubliés mais autrefois très connus comme Jean-Philippe Rameau. La même année, il produit son Requiem qui restera son plus grand succès sur la scène parisienne. Tout semble lui réussir, mais il va subir de lourds échecs. En 1838, sa mère meurt. On n'en sait guère, plus sur les circonstances, et il semblerait que Berlioz en parlait peu. Sans doute ne s'était-il jamais réconcilié. À l'inverse, son père avait fini par accepter sa carrière de musicien et leurs échanges étaient fréquents. La même année, il fait son entrée à l'Opéra de Paris avec son opéra Benvenuto Cellini. Mais c'est un échec flagrant qui ne trouve pas son public et qui lui ferme même les portes de l'Opéra de Paris. En 1834, il renoue avec le succès avec sa symphonie dramatique Roméo et Juliette. En 1844, son mariage est un échec. Mais comme le divorce est interdit, sauf pour infidélité par la loi française à l'époque, ils restent mariés mais vivent séparément. C'est la conséquence d'une mésentente installée de longue date suite aux infidélités du musicien qui ne peuvent cependant pas être prouvées juridiquement, mais qui les amènent à se séparer. Et ce même si Berlioz restera marié jusqu'à la mort de sa femme en 1854. Toutefois, par respect pour elle, Berlioz continuera à payer son loyer jusqu'à sa mort. En 1846, il tente une nouvelle percée à l'opéra, cette fois dans la salle de l'Opéra Comique, avec La Damnation de Faust. Mais c'est à nouveau un échec monumental, qui va jusqu'à ruiner le compositeur. Afin d'éponger ses dettes, il entreprend une tournée triomphale en Russie. Il est accueilli par la grande duchesse Hélène de Russie en personne, la belle-sœur du tsar Nicolas Ier, ravie d'avoir à sa cour le grand compositeur. Il essaie par la suite une tournée en Angleterre avec un succès bien plus médiocre. De retour en France, il rêve d'égaler son succès russe. En 1848, il rentre en France pour la mort de son père qui le touche profondément. Il compose la même année l'oratorio L'Enfance du Christ, qui est un vrai succès sur la scène française. Il rêve cependant d'un opéra à succès. Il écrit Désabusé. Depuis 3 ans, je suis tourmenté par l'idée d'un vaste opéra dont je voudrais écrire les paroles et la musique. Le succès me paraît grandiose, magnifique et émouvant. Ce qui prouve à l'évidence que les Parisiens le trouveraient fade et ennuyeux. En 1854, sa femme Harriet meurt. Bien que séparée depuis des années, sa mort provoque une grande tristesse chez Berlioz. Finalement, en 1858, il cède à ses envies d'opéra magnifique et grandiose et décrit Les Troyens, qui restera pour la postérité son chef-d'œuvre. Mais hélas, de son vivant, il ne sera représenté que partiellement et ne rencontrera le succès mérité qu'après la mort de Berlioz. Tout cela le rend profondément mélancolique. En 1860, sa sœur Adèle meurt à son tour. La même année, il décide de se remarier et épouse Marie Recio, une chanteuse lyrique espagnole de 46 ans. Mais le malheur s'abat et cette dernière meurt seulement 2 ans plus tard, en 1862, de problèmes cardiaques. En 1862, il sort sa dernière grande œuvre, l'opéra comique Béatrice et Bénédicte, qu'il fait jouer sur la scène allemande avec succès puisqu'il ne parvient pas à le faire jouer sur la scène française. Malgré tout, il obtient la reconnaissance pour sa carrière exemplaire en étant fait chevalier de la Légion d'honneur en 1864. La même année, son amour d'enfance Estelle étant devenue veuve, il la demande à nouveau en mariage, mais elle refuse. 1867 voit la mort de son fils, lui, qui avait refusé de suivre la carrière musicale comme son père et était devenu marin.
lui, est mort de fièvre jaune à la Havane. Apprenant sa mort, Berlioz se retrouve seul et isolé, sans personne. Il se retire totalement de la vie sociale pour vivre à Nice, où il meurt en 1869, à l'âge de 65 ans, après avoir perdu tous ses êtres chers les uns après les autres. De Berlioz, on peut dire qu'il aura durablement marqué sa période et le courant romantique qu'il a participé à imposer. Toute sa musique est tournée vers le spectaculaire et le grandiose, à la fois dans sa musique et dans ses textes. Il ne composa guère de musique intimiste. Ainsi, on ne trouve rien pour le piano ou la musique de chambre parmi ses œuvres. Sa musique était toujours d'une grande originalité et il innovait constamment, ce qui lui valut le rejet de ceux qui s'accrochaient aux méthodes de la période classique qui a précédé la période romantique. Il est considéré comme l'un des plus grands représentants de la musique romantique, même s'il fut longtemps boudé en France. De nos jours, ce sont de grands chefs d'orchestre anglais qui ont participé à le faire revenir sur le devant de la scène afin que l'on puisse reconnaître son génie en France. Si l'on devait sélectionner quelques-unes de ses œuvres comme marquantes, il faudrait parler de ses opéras Les Troyens ou Benvenuto Cellini et de ses magnifiques symphonies Roméo et Juliette ou la symphonie fantastique et bien sûr son oratorio L'Enfance du Christ. Il faudrait également parler de son orchestration magistrale de la Marseillaise, devenue la version officielle de l'hymne français et régulièrement interprétée pour le 14 juillet. Voilà tout sur Hector Berlioz, compositeur de la période romantique. Cette période qui allait de 1820 à 1900. La prochaine fois, nous parlerons d'un autre compositeur. D'ici le prochain numéro, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.